Le Cateau-Dakar, c'était le 26 janvier 1970. Nous comptions rallier Dakar en 10 jours. Nous sommes 9 sur 4 voitures, 3 Méhari et une camionnette de chevaux. La France et l'Espagne sont traversées à marche forcée en 2 jours et 2 nuits. À Algeciras, nous prenons le ferry pour Ceuta. Nous sommes en Afrique. Au Maroc, après un arrêt à Casablanca à 170 km d'Agadir, c'est le gros pépin. Un conducteur s'endort et met une Méhari au décor. La voiture est inutilisable, le radio sanctionné et renvoyé en France. Découragé et commotionné par le choc, je pense abandonner. Après concertation du groupe, nous délestons les voitures et le voyage continue. Nous sommes 8 sur 3 voitures, plus ravitaillement essence aux munitions et campement. Direction El Ayoun, capitale du Sahara espagnol qui attend sa prochaine indépendance. Et bien sûr, cette formidable aventure, nous la devons à Xavier Wautremet, marchand de chaussures, à Lucato, un rêve d'enfant, et qui a passé des heures, des nuits, des jours et même des années à organiser cette expédition. Avec bien sûr le choix des personnes l'accompagnant. Alors bien sûr, à ses côtés, son premier voisin, M. Andedip, pour sa bonne humeur et surtout caméra incontestable pour filmer les bons et les mauvais souvenirs. Après, votre serviteur, Roger Honeck, pour les réparations des voitures. Et bien sûr, comme vous le voyez, après le chef cuistot, celui-là que l'on voit, le chef cuistot, vous aviez la taxidermie pour empailler éventuellement, et pas les crocodiles, mais enfin les petits serpents, les petits trucs. Et les 2 chasseurs, l'équipe appelle Raymond et son fils. Et Monsieur Preux, oui, avec sa voiture. Alors, pas d'avion de surveillance, bien sûr, hein. Pas de buffet campagnard, pas de campement organisé. Ce n'est pas le Paris-Dakar que nous voyons depuis quelques années. Par contre, on retrouve les mêmes paysages, le sable, la caillasse et les dunes. Pas question de foncer à 170 à l'heure. Au meilleur de la piste, on ne dépasse pas 70. Après un peu d'expérience, on commence à déjouer les pièges de la nature. Pêche-pêche impalpable et rochers cachés dans le sable qui coupent les pneus. Et voyez, comme vous voyez, c'est là, quand il y a un petit peu de large, tout le monde prend son petit chemin et on se retrouve au Gasto sur un campement avec toutes les petites négresses autour de nous et beaucoup les enfants surtout qui viennent collecter un bidon en plastique, un petit truc quelconque pour les attirer. Voilà. Alors après avoir fait le plein de flotte et puis d'essence, on va monter sur la voie ferrée. Après un comptage, nous partons vraiment à l'aventure. On nous prévient, on nous conseille de monter sur la voie ferrée des chemins, du chemin de fer du Sahara. La Mi-Ferma, voilà. Les trains les plus lourds du monde. Voilà, on va les voir tout à l'heure. Alors à Zouérat, après avoir fait les pleins, on monte sur la voie ferrée pour faire un bond de 300 km. Une voie ferrée. Voilà. Alors là, sur la carte, on voit qu'on est parti d'El Ayoun. Des très mauvais passages. On est toujours au Sahara espagnol. Et là, bientôt, nous rentrons en Mauritanie. Voilà. On roule de jour, de nuit. On est épaulé par un guide. Qui nous a perdu quelque chose. Oui, on n'a pas... Et qu'on a bien payé. Oui. Alors, voilà. Rouler sur la voie ferrée, c'est pas de la tarte. Les bords des rails coupent comme des rasoirs. Et en plus, il y a des pièges, parce que pour éviter que toutes les voitures roulent sur la voie ferrée, les chemins de fer ont posé des pieux. Hein? Alors, il s'agit de les éviter. Alors, les chemins de fer, on va le prendre que pendant 300 km, malheureusement. On va être obligé de redescendre dans le sable mou et en baver comme des Russes. Hein? Le chemin de fer, d'ailleurs, qui étaient entretenus à l'époque par les Français. D'ailleurs, où nous avons retrouvé des copains du chemin de fer du coin qui nous ont très bien accueillis et remonté le moral un petit peu sur tout ça.
Et vous voyez, les indigènes profitent aussi de ces lourds. Et on voit au premier plan M. Xavier Watremé qui compte les wagons, qui sont d'ailleurs quelques centaines. Le matériel souffre, et je souffre pour le matériel. Heureux celui qui n'a rien engagé dans cette galère, et parfois je doute. Est-ce que les voitures vont tenir? Voilà, surtout dans le dernier parcours ici, jusqu'à Tarbes. Là, vous voyez encore une zone très très mauvaise. Là, on va se planter. Et alors, est-ce que les voitures vont tenir? On les tire, on les hisse, on les répare. Les 2 chevaux ne roulent plus, elles rampent sur le sable. Et elles tiennent, surchargées, avec en plus un guide mauritanien. Les fins de piste. Oui, oui. La tôle ondulée. La tôle ondulée, les fins de piste où on roule un peu plus, un peu mieux, mais enfin étant secoué. Voilà, ces 2 chevaux qui nous donnent, qui sont formidables et qui nous donnent leur maximum. Voilà. Alors ici, les vues sont prises au ralenti tellement la route est mauvaise. Alors voilà, explique un ensablement, on va te voir à l'œuvre. Bah oui, c'est-à-dire que ça, c'est la force. On avait tout pour nous parce qu'il y avait des têtes de pipe pour nous tirer de là. Hein. Alors chacun pousse, tout le monde pousse. On avait des grilles, mais qu'on ne s'en est pas servi d'ailleurs parce que le sable, c'est du sel. Vous tombez dedans, ça, on s'affaisse dedans. C'est partout, c'est un sable jaune qui s'incruste sur nos peaux, dans nos vêtements, dans les voitures. Il y a des voitures d'ailleurs qui voyaient les temps un peu. Ça roule quand même, ça fait beaucoup de poussière, mais on est d'attaque. Alors tous les filtres et révisions des voitures sont faits tous les jours. Hein, il s'agit de vider les filtres, ils sont pleins, engorgés de sable. Et voilà, une opération de changement de roue, ça se faisait sans cri, bien souvent. 4 ou 5 personnes ont levé la voiture et puis au bon moment, on remettait la roue en place. On n'a pas eu assez de rustine, on a découpé des chambres à air. Heureusement pour nous, on avait assez de colle. Voilà, alors explique-nous ça. Oui, bien sûr, votre serviteur ainsi que Michel Preux, tout le monde met la main à la pâte. Si vous voulez, l'équipe a été engagée pour s'aider, pour s'entraider. Il ne fallait pas tirer au flanc. Hein. Ah, bien sûr, quelquefois, pour une orange, un petit bidon d'eau, hein, il y avait des petits accros, mais enfin... Non, dans l'ensemble, il y avait une bonne ambiance. Bien sûr, il y avait des coups durs. Voilà, on arrive, vous allez voir dans les images qui vont arriver, d'un seul coup, ça y est, on est délivré, on est sur le goudron. Alors ça, c'est formidable, c'est la débandade. Alors, le goudron, on le lave jusqu'à Saint-Louis, on va l'avoir tout le long. Maintenant, le plus dur est passé. On va traverser, comme vous allez voir, le fleuve à Rosso, et descendre jusque Dakar, où on va rechercher les 2 chasseurs qui sont arrivés par avion. On tournera dans le delta du Sénégal, faire une grosse partie de chasse, moins longue que prévu, et on repartira sur Dakar, où on prendra le bateau pour Casablanca, récupérer la voiture accidentée et remonter par l'Espagne et la France. Voilà, alors maintenant, je vais te laisser la parole pour la chasse. Bah, la chasse, on tirait un petit peu tout ce qu'on voyait. Hein. Oui, attends, il ne faut pas oublier de dire qu'on avait été reçu, on était reçu chez Leblanc, c'est-à-dire le frère du directeur du Tour de France, qui était de Pré-aux-Bois, et on a eu un accueil formidable. Il nous a fait un méchoui sur la plage de Saint-Louis. Vous allez le voir dans quelques instants. Voilà. Ah, c'est le petit vin de palme, là. Là, on s'est régalé, on a oublié tous nos misères. Ouais. Et voyez, c'est appétissant. Oui, il y a même des dames qui nous accompagnent. Là, c'est notre fameux taxidermie. Basuillot, docteur Basuillot, et son épouse. Non, c'était Madame Leblanc. Ah, Madame Leblanc. Qui était originaire d'Aulnois, d'ailleurs. Alors ça, c'est un couscous au poisson. Oui, on goûte les plats.
Alors là, c'est formidable, là, une partie le long de la mer. Je crois que c'est la presqu'île aux oiseaux. Alors c'est une plage de sable fin, mais il ne faut pas l'oublier, on est au mois de février. Et la flotte, elle fait... Elle n'arrive pas à 20 degrés. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui se mouillent la tête, là. Hein. Là, on a toujours Basiou. Par contre, cette côte est très poissonneuse, et Saint-Louis vit beaucoup de son poisson et ses pêcheries, puis du poisson fumé qui sèche sur les plages, c'est affreux. Hein. Oui, d'ailleurs, oui, l'odeur était vraiment épouvantable. Mais enfin, on s'est habitué à tout ça. Hein. Bien obligé. Hein. On n'avait pas quand même le confort. Bon, alors là, c'est pas les cases du Club Méditerranée, c'est le village de... Je me souviens plus du nom. Où le chef était très, très gentil, il nous accueillit. Et d'ailleurs, il a dirigé les chasseurs dans des très bons coins. Alors, petite anecdote, c'est qu'on avait donné sûrement un pourboire. Un futur Wannet, ça. Hein? Ouais, ouais. On avait sûrement donné un pourboire un peu trop fort au guide de chasse. Et ça s'est su par le tam-tam. C'était pas les portables qu'on avait maintenant. Et on a vu arriver des chasseurs français. Ils ont dit, c'est honteux, vous gâchez le métier, vous donnez trop d'argent aux Noirs qui vous pilotent. Voilà. Hein? Alors on croyait qu'on n'avait pas donné beaucoup d'argent, et on en avait donné beaucoup trop. Vous voyez, comme quoi, à cette époque-là, ils étaient déjà encore bien exploités. Et là, on se retrouve en famille, presque. Hein? Et chacun fait sa petite tambouille. On prépare, on prépare les fusils. Et là, ça va être la grande expédition. Et voilà parti. Et vous allez voir tout à l'heure le retour. Ça va être parce qu'en fin de compte, on a tué beaucoup, mais on ne pouvait pas les manger. Le lendemain, c'était infernal. On ne pouvait pas conserver de viande. Et après, en dernier temps, celui qui les tirait, eh ben, il devait faire le trou pour les enterrer. Alors, chacun y regardait à sa cartouche. Voilà la méhari surchargée de ces pauvres. Oui, mais c'est bien joli, vous voyez, on aurait pu nourrir le village. Mais ces indigènes, enfin, ils sont pas loin de la Mauritanie, ils sont tous musulmans. Et compte tenu que le phacochère passe pour eux pour du porc, hein, comme le sanglier, eh ben, impossible, ils n'ont pas voulu de la viande qu'on leur offrait. C'est dommage. Alors, un retour de chasse, mais ceux-ci ont eu moins de chance quand même. Hein. Ils sont stupéfaits. Oui, de voir, oui. Ouais. Alors voilà. Alors là, c'est ce qu'on va ramener, simplement, les têtes. Les coupeurs de tête. Les coupeurs de tête, et là, on les débite. Le cuistot prend les meilleurs morceaux, bien sûr. Hein. Après, on récupère les cornes, on récupère les têtes avec le taxidermie, il fait le nécessaire. D'ailleurs, c'était son travail. Et on avait tous son travail, d'ailleurs. Et il ne s'agissait pas de tirer au flanc. Alors, on essaie de... Oh, le pauvre, on essaie de le récupérer, mais c'est pour le cinéaste, c'est pour la caméra. Hein. C'est pour notre ami André, pour lui fournir. Alors là, c'est la nièce du chef, parce qu'ils sont tous, c'est toute la famille. Hein. Oui, alors vous voyez les perdreaux. Ah, ça c'est d'autres cadavres, mais ça c'est les cadavres qu'on a ramenés de Dakar, parce que on était sponsorisé par la maison Petford, qui faisait aussi Pepsi Cola. On a visité les installations. Alors tiens, là tu es en pleine action. Oui, là, il y avait un cardan démoli, et là une petite révision complète. Là, on pile le 1000, en bonne compagnie, bien sûr. Et c'était pas marrant pour les voitures, surtout, parce que on réparait avec un bout de fil de fer une pièce quelconque. On essayait de sauver au maximum. C'est pour ça, d'ailleurs, que le retour n'a pas été envisagé sur les pistes, et que vous avez vu les voitures réintégrées s'envoler dans le ciel pour descendre dans les entrailles
du bateau. Alors, petite aussi anecdote, on s'était enfoncé de quelques kilomètres déjà dans le désert, que c'était déjà les grosses catastrophes. Hein. Toi, ton pot d'échappement, fallait le transformer puis le diriger vers le haut. Il raclait tout. Hein. Malgré les cols de protection, Citroën nous avait très bien conseillé, d'ailleurs, pour toutes les pièces de rechange, les ventilateurs en plastique, les filtres spéciaux. On a été très bien quand même conseillé. Après, c'était à nous de se débrouiller parce que il n'y avait pas... Mais dans un choc rude, un cardan, c'est complètement déboîté, par exemple. Oui, exactement. Hein après un saut de baudet, le cardan est sorti de sa gorge. Alors, il fallait repositionner la voiture à la même hauteur. À la main, on n'avait rien. On l'a levé. Oui, pour la lever, il y avait du monde. Hein, il y avait... Ouais. Alors, une chose aussi... Il y avait les bras. Hein. Quand on a cassé une suspension. Ah oui, la suspension. Ah, ça, c'est le retour. À Dakar. C'est on remonte dans le bateau, là. Oui, alors fier, là. C'était un bateau qui avait été au carnaval de Rio. Hein, donc, il y avait pas mal de touristes qui étaient descendus pour visiter Dakar. Ils remontaient et repartaient en France. Et nous, à Casablanca, on est allé récupérer la voiture à Agadir. Oui, on est allé on est partis à deux. Oui, André et moi, nous sommes allés chez les réparateurs qui avaient ressoudé le châssis provisoirement. À la main. Oui. Tout avait été refait à la main. Alors la tôle étant allongée, hein, voilà, elle roulait sur 3 roues. Voilà nos engins qui s'en vont, qui montent dans le ciel pour être descendus dans la cale. C'est très impressionnant. En conclusion, on s'en est quand même pas mal sorti. Hein. Moi, j'ai eu peur, j'ai pas le peur de le dire. Il fallait être inconscient. Et c'est l'équipe qui a sauvé le truc. C'est l'ensemble et l'organisation qui était quand même formidable de Xavier Watremé. Hein. Eh bien, après ce beau voyage à travers le désert, nous revenons dans le cœur névralgique de Beffroi Vision, au studio, alors que nous venons de réaliser la post-production avec les 2 commentateurs qui sont également les 2 membres de l'expédition au Cateau, André Dipre et Roger Vaneg. Alors, Monsieur Vaneg, venir de Neuvilly, partir avec sa 2 chevaux camionnette, aller jusque Dakar et retour, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas. C'est un truc formidable. Ça reste ancré et on a de la chance d'avoir des images formidables pour nous remettre dans le bain, parce que c'est quand on revoit ça qu'on reprend, ça vous sert. Maintenant, c'est plus rien, parce que à l'époque, il y a 30 ans, il fallait le faire. Hein. Bon, Monsieur Vaneg, quand vous voyez donc ces organisations considérables, plus de 300 voitures, je crois, prendre le chemin du désert à 170 à l'heure ou 200 à l'heure dans les dunes, vous trouvez que c'est fantastique? Là, c'est de la conscience, là. On se demande où ça va aller, parce que c'est des avions, ils ont des moyens exceptionnels que nous, on ne s'en est même pas. Ça nous dépasse, tout ça. Alors, on a des belles images pour la télévision quand même. Hein. On est en direct, les hélicoptères. On a vu la plage de Dakar. Là, on la voit avec les voitures qui foncent pour l'arrivée. Ça te fait toujours quelque chose aussi, André. Je peux me permettre de te tutoyer. Oui. Bien sûr, la plage de Dakar, c'était la fin du voyage. Mais en plus, là, on était sauvés. Hein, parce que tout le long du chemin, on n'avait pas les hélicos qui surveillaient, on n'avait pas des balises comme ils ont maintenant, qui vous donnent exactement la position. On n'était pas sûr d'arriver. Ça, c'était la hantise. Hein. Bien sûr, être perdu, non. On ne voit pas tellement la possibilité, mais on n'avait qu'à couler une bielle, et même en rentrant, on s'est aperçu qu'on avait une pièce indispensable qui était défectueuse.
Oui, alors une des vedettes de l'expédition, il y avait les hommes, bien sûr, on a vu Michel Preux, on a vu Monsieur Ouatremet, le grand organisateur, c'est avant tout la maison Citroën. Alors cette 2 chevaux camionnette, avant de partir de Neuvilly, elle avait déjà combien de kilomètres, Monsieur Baneg? Presque 100 000. Hein. Bon, et alors elle a supporté le choc, et elle a fait combien encore après? Elle n'a pas été mise au rencard quand elle est rentrée à Neuvilly? Elle en a fait autant, elle en a fait 100 000 après. Hein. Bon, alors Bruno Ribeiro, on peut dire que les 2 chevaux, c'était sensationnel. Hein. Oui. Et les Méhari était beaucoup plus jeune, hein, pratiquement neuve. Et oui, c'était les mêmes pièces. Alors, une chose qu'on a oublié de dire, c'est que au Maroc, on n'a pas trouvé les pièces Citroën, pour la bonne raison, c'est que le roi du Maroc, ayant 20 Méhari dans son golfe, hein, il ne prétendait pas voir une Méhari au Maroc, donc les pièces détachées, on n'en a pas trouvé. Alors bon, eh bien, alors ce souvenir, l'accueil des populations. On a vu dans les villages des dames magnifiquement parées de leurs boubous, les enfants, aussi des hommes là qui vous ont bien accueillis. Oui. Il y avait une bonne ambiance, c'était sympathique. On a vu un homme aussi, un Touareg, je pense, avec en bleu. Hein. En plein désert, oui. Dans le jour, on voyait personne, mais le soir, la nuit, il y en avait partout. Ça surgissait, ça sortait du sable. Et une anecdote, vous m'avez dit, en plein désert, on a vu un gars à mobilette. Oui, un gars à mobilette que dans une vallée avec ses pneus crevés, bien sûr, avec du sparadrap, on l'a dépanné, plus d'essence, et il poussait sa petite mob comme... Et on a vu aussi un camion complètement chargé de marchandises, avec dessus peut-être 10-12 personnes, des enfants en bas âge. Hein, on leur a donné du lait, ils réclamaient à boire, le camion était en panne, ils sont flegmatiques, ils sont là, ils sont en panne, ils attendent la pièce qui arrivera, alors ça dure parfois une... Là, on regarde, pendant que nous parlons, on regarde encore là, Pierrot qui est à la caravane, qui est à la caméra, alors les pneus, la hantise, combien de crevaisons, Roger Vanec? Plus de 100 crevaisons. Oui. Plus de 100 crevaisons. Un jour, on a fait 27. En une journée. Ça peut être, dans les documents, ça peut être été... enfin, d'après les rustines qu'on avait emmenées, on va faire le compte facilement, mais enfin, il y a 30 ans quand même. Hein. C'est des très beaux souvenirs, mais on a oublié les plus mauvais. On regarde toujours les belles images. Oui, c'est vrai, c'est toujours les... Là, on voit une Méhari qui fonce. Maintenant, on rit des mauvais souvenirs, mais à l'époque... hein, la hantise, c'était surtout l'eau. L'eau, bon, l'essence, on avait de quoi, parce que, bon, l'essence, s'il n'y en avait plus, on se débrouillait avec une voiture, on finissait avec une voiture ou bien deux, mais le principal, l'essentiel, c'était l'eau. L'eau, là, c'était primordial. Chaque litre d'eau était serré à pleine main. Ça, c'était la hantise. Hein. Bien. Alors, il y avait aussi, il y a eu la guerre en Mauritanie, dans le Sahara occidental, le Sahara espagnol. Vous avez quand même eu une période où c'était à peu près calme, et je crois que pendant des années, on n'a pas pu passer dans ce coin-là. Oui, au moins pendant 10 ans, le Sahara espagnol, il y a eu un conflit. Les Algériens voulaient... Les Marocains. Les Marocains, oui. Déjà, les Marocains l'ont envahi, et les Algériens voulaient aussi un débouché sur la Méditerranée. Donc, ça fait un conflit. De cette zone-là était impraticable pendant longtemps. Il n'y a que depuis quelques années qu'on peut refaire cette piste. Hein, avant, oui. Il fallait descendre. Alors, une chose qui nous a surpris, quand on regardait la carte, on se dit, mais au fait, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas le long de l'Atlantique, qu'on soit obligé de prendre comme ça par l'intérieur? Il n'y a pas de route le long de l'Atlantique? Ah, si, mais c'est la côte. Hein, au débarquement, la côte, c'était un problème. Tant qu'on avançait, ça allait. La côte, c'est les oueds qui se vident, qui creusent jusqu'à la mer, des fossés infranchissables, des falaises. Hein. Donc, c'est des pistes qui sont marquées très dangereuses et interdites même. Donc, il n'y avait rien à faire, il faut rentrer dans l'intérieur. Pour avoir du plat, des surfaces planes où on peut avancer. Alors aussi, retrouver des gars du chemin de fer d'Aulnoy en pleine Mauritanie pour le minerai de fer là, qui repart qui allait à Dunkerque finalement. Hein. Oui, bon, c'était quand même quelque chose. Hein. On a d'ailleurs stationné une nuit là, à Zouérat. Hein. Oui, dans une station tenue par des cheminots d'Aulnoy.
Bon. Ah, et la Youn aussi. Le moral a été remonté tout le long du chemin par des gens qu'on croisait, qu'on disait, ben, on en a marre, c'est mauvais, est-ce que ça va encore durer? Et là, bon, on a trouvé une Arletty à la Youn qui avait l'accent titi parisien, qui nous a dit « les copains, vous verrez, demain ça va aller mieux, ça marche bien, vous l'avez... » Oui, vous avez été passé pendant que j'étais dans le garage en train de ressouder une pièce, vous étiez tranquillement avec cette dame qui vous a payé le Ricard et tout, et compagnie. C'est une nuit une journée, pas une nuit. Parce que, alors, Roger Vanek, c'était vraiment la mécanique, mais il n'y a pas eu de gros pépins, alors. Je vais avoir des problèmes avec ma femme, elle est doucement, elle est à la télé, là. Chacun avait un but, chacun avait une chose, il n'y a rien à faire. Chacun avait son poste. C'était l'organisation militaire dans le bon sens du terme, bien organisée. Ah oui, c'était serré, hein. Alors, on présente donc notre amical salut à Monsieur Ouatremet qui doit nous regarder, ainsi qu'à tous les membres de l'expédition qui verront ce reportage, donc qui est une exclusivité Befrovision. On remercie toute l'équipe, André Dip qui a fait le film 16 mm et Monsieur Ouatremet qui a accepté que nous vous présentions ces images. Voilà, dans quelques instants, la suite de nos programmes avec le journal en particulier, avec Bruno Villain. Au revoir, à la semaine prochaine.